20% du pétrole mondial, disparu en quelques jours. Non pas parce qu'il s'est épuisé, non pas parce que la technologie a échoué, mais parce qu'un détroit étroit, plus petit que la distance entre deux grandes villes, est soudain devenu un champ de bataille. Et le monde entier, chaque station-service, chaque usine, chaque cuisine, en a ressenti l'impact immédiatement. Voici Hormuz. Le plus petit point d'étranglement sur la carte du monde contrôle l'économie mondiale. Tout ce que vous achetez, partout où vous conduisez, chaque vol que vous prenez, tout dépend du flux constant à travers ces 54 km d'eau. Et dans l'histoire humaine, jamais un point géographique aussi petit n'a porté un poids économique aussi immense. Lorsque des navires de guerre apparaissent, les pétroliers s'arrêtent. Non pas parce qu'on leur en donne l'ordre, mais parce que personne n'ose entrer dans une zone dangereuse. Et lorsque les pétroliers s'arrêtent, le monde commence à ressentir la pénurie. Chaque heure d'immobilisation représente des millions de dollars de pertes dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les drones sont la nouvelle arme des guerres de Détroit, bon marché, rapide et suffisamment puissant pour paralyser une route maritime sans attaque massive. Leur simple présence suffit pour que les capitaines commerciaux appellent leur siège et demandent « Devons-nous entrer ?» Et de plus en plus souvent, la réponse est « non ». Le plus petit point d'étranglement contrôle l'économie mondiale. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat d'un siècle de construction d'un système énergétique concentré dans une seule région géographique. Toutes les routes mènent à Hormuz. Et lorsqu'Hormuz s'arrête, aucune route n'est assez grande pour le remplacer, du moins pas immédiatement. Chaque jour, environ 17 à 20 grands pétroliers traversent Hormuz dans chaque direction. Au total, ils transportent 21 millions de barils, soit 1/5 de la demande mondiale. C'est la route maritime la plus précieuse du monde, et elle n'est large que comme la distance entre un aéroport et un centre-ville. « 20%. Un baril sur 5 dans le monde passe par Hormuz. Cela peut sembler laisser 4/5, mais l'économie mondiale ne fonctionne pas ainsi. Perdre 20% de l'approvisionnement du jour au lendemain ne signifie pas fonctionner 20% moins bien. Cela signifie que tout le système entre en crise. 54 km de largeur totale. Mais les navires commerciaux n'utilisent que 2 voies, chacune de 3000 nautiques, soit environ 5 km et demi. C'est tout l'espace dont dispose l'humanité pour transporter l'énergie qui alimente la civilisation moderne. Si étroit que les capitaines de VLCC de 300 mètres ont l'impression de se garer dans un espace restreint. Les marchés pétroliers n'attendent pas que les événements se produisent complètement. Une rumeur d'incident à Hormuz, une simple déclaration menaçante de Téhéran, et les prix réagissent en quelques minutes. Car les marchés évaluent le risque, pas seulement la réalité. Et le risque à Hormuz est toujours présent, chaque jour, jamais nul. Février 2026. Le conflit États-Unis-Israël, Iran dépasse tous les seuils de contrôle. Hormuz ne se ferme pas en un jour, il est lentement étranglé. Chaque navire est averti, chaque voie se rétrécit, chaque route est recalculée en fonction du risque. La peur se déplace plus vite que les missiles, et dans le commerce du pétrole, la peur suffit à déclencher une crise. 17 millions de barils par jour sont perturbés. Pas totalement arrêtés, mais réduits suffisamment pour créer une pénurie progressive. En 3 jours,
les réserves stratégiques du Japon commencent à diminuer. En une semaine, les raffineries asiatiques réduisent leur production. En 2 semaines, les chaînes industrielles mondiales commencent à se briser à leurs points les plus faibles. L'impact se propage simultanément dans toutes les directions. La hausse du carburant entraîne celle du transport, puis celle des biens, puis l'inflation. C'est la spirale que redoutent le plus les banques centrales, non pas parce que les prix montent, mais parce qu'ils montent pour des raisons géopolitiques hors de tout contrôle monétaire. La hausse des coûts maritimes n'affecte pas seulement le pétrole, elle touche tout ce qui est transporté par mer. Électronique d'Asie, céréales d'Amérique, biens de consommation du monde entier, tout devient plus cher instantanément. Et les consommateurs ne savent pas pourquoi, ils savent seulement que leur portefeuille s'allège. Dans les 24 heures suivant la confirmation des perturbations à Hormuz, les médias financiers mondiaux passent en mode crise. Non pas parce que le pire est arrivé, mais parce que personne ne sait jusqu'où cela peut aller. Sur les marchés, l'incertitude coûte plus cher que la réalité elle-même. Lorsque le pétrole est perturbé, les marchés ne attendent pas les dégâts réels, ils anticipent immédiatement. Les actions aériennes chutent, le transport maritime s'effondre, les industries dépendantes du carburant s'érodent. Des milliers de milliards de dollars disparaissent en quelques heures, non pas à cause de l'économie réelle, mais parce que la peur circule à la vitesse de la lumière. Le pétrole n'est pas seulement un carburant, c'est le cœur de la logistique mondiale. Quand les pétroliers s'arrêtent, les porte-conteneurs sont perturbés aussi. Le coût du carburant augmente, le transport devient plus cher, et toute la chaîne, de l'usine au supermarché, ralentit et se tend. Ce qui commence dans un détroit étroit finit dans chaque cuisine du monde. États-Unis, France, Royaume-Uni, Chine, Inde. Tous déploient des navires de guerre dans le Golfe pour protéger le flux pétrolier vital à leurs économies. Mais plusieurs marines dans un espace restreint créent un risque de mauvaise interprétation, et en guerre, une seule erreur suffit pour perdre le contrôle. L'idée semble parfaite. Si Hormuz ne peut plus être utilisé, creusons un canal à travers la péninsule de Musandam, raccourcir le trajet, contourner l'Iran et créer une route totalement indépendante. Sur une carte plate, la ligne entre le golfe d'Oman et le golfe Persique ne fait que quelques dizaines de kilomètres. Cela paraît parfait, jusqu'à ce que l'on regarde le terrain réel. En théorie, le canal de Musandam réduirait le trajet entre le golfe et la mer d'Arabie. Plus besoin de passer par des eaux contestées. Plus d'exposition aux missiles iraniens. Plus de dépendance aux décisions de Téhéran. Sur la carte, c'est une solution géographique parfaite. Une ligne droite traversant la péninsule et libérant le monde de sa dépendance à Hormuz. Mais la carte platement. Regardez le terrain réel de la péninsule de Musandam et tout change. Ce n'est pas du sable. Ce n'est pas de la terre. Ce n'est pas un terrain que l'homme a déjà creusé. C'est la chaîne de montagnes à jarre, l'un des paysages les plus durs et les plus escarpés de la péninsule arabique. Et c'est ici que l'idée parfaite rencontre la réalité et se brise. La péninsule de Musandam est l'une des régions les moins accessibles de la péninsule arabique. Non pas par manque d'intérêt, mais parce que le terrain ne le permet pas. Des fjords profonds pénètrent depuis la mer. Des falaises verticales n'offrent aucune prise.
Et le reste n'est qu'un massif rocheux continu, sans vallée assez large pour une route majeure, encore moins pour un canal destiné aux superpétroliers VLCC. Dans les salles de stratégie et les revues géopolitiques, l'idée du canal de Musandam revient chaque fois que Ormuz est menacé. Elle séduit par sa simplicité, une solution technique à un problème géopolitique. Et cette simplicité est si séduisante que l'on oublie souvent de poser la question la plus importante: est-ce réellement réalisable? La réponse commence par comprendre ce qu'est réellement Musandam, non pas sur une carte plate, mais dans la réalité tridimensionnelle de la géologie, de la physique et de l'économie. Et lorsque cette question est posée sérieusement, la réponse révèle une leçon plus large, l'écart entre ce que nous voulons construire et ce que la réalité permet. Les montagnes Hajar à Musandam ne sont ni des collines ni des dunes. Ce sont des formations de calcaire et de dolomite extrêmement dures, créées sur des centaines de millions d'années sous pression tectonique. Une roche que seuls les explosifs et les foreuses diamantées peuvent pénétrer à une vitesse mesurable. Les sommets dépassent 2000 mètres. Ce n'est pas seulement un défi technique, c'est un défi géologique presque sans précédent. Le canal de Suez a été creusé dans le sable, un sol meuble que les machines peuvent déplacer facilement. Le canal de Panama a traversé des terrains et roches relativement plus tendres, déjà le plus grand défi technique du XXe siècle. Le canal de Musandam devrait traverser certaines des roches les plus dures de la péninsule arabique. Ce n'est pas un creusement, c'est une destruction de montagnes à une échelle jamais vue dans l'histoire humaine. Ce canal n'est pas destiné aux petits navires, il doit accueillir des VLCC, les plus grands navires océaniques. 330 mètres de long, 60 mètres de large, avec un tirant d'eau de 20 mètres en charge. Le canal doit faire au moins 300 mètres de large et 25 mètres de profondeur sur toute sa longueur, à travers de la roche massive. Chaque mètre creusé dans la montagne représente un problème technique distinct et coûteux. Les coûts estimés varient entre 3 cents et plus de 500 milliards de dollars, selon les méthodes de forage, la gestion des déchets rocheux et les systèmes hydrauliques nécessaires. Ce montant dépasse le PIB de la plupart des pays. Et cela ne concerne que la construction, sans compter des décennies de maintenance, la sécurité et les risques géologiques imprévus. Même dans le meilleur des scénarios, financement complet, technologie prête, conditions politiques favorables, la construction prendrait 40 à 50 ans. La crise de Ormuz se déroule maintenant. La solution arriverait au milieu du XXe siècle, si tout va bien. Le canal de Musandam est la bonne réponse à la mauvaise question. Il résout une crise future, pas celle d'aujourd'hui. Musandam n'est pas géologiquement stable. La péninsule se situe à la jonction des plaques arabiques et eurasiennes, une zone sismique active. Un canal à travers de telles failles est non seulement difficile à construire, il doit aussi survivre aux tremblements de terre. Et aucune technologie moderne ne peut le garantir à un coût acceptable. Presque impossible dans ce siècle. Non pas par manque de volonté ou d'argent, mais parce que la géologie ne négocie pas. Les montagnes Hajar ne font pas de rabais, ne raccourcissent pas les délais, ne donnent aucune garantie. C'est la leçon la plus ancienne de l'ingénierie. La nature impose des limites que l'homme doit accepter et non conquérir à tout prix.
L'Arabie Saoudite construit sa porte arrière depuis 1981 lorsque la guerre Iran-Irak a démontré les dangers de dépendre entièrement d'Ormuz. Le pipeline Est-Ouest, ou Pétroline, mesure 1200 km de long. Reliant les champs pétroliers de l'Est à travers toute la largeur de la péninsule arabique jusqu'au port de Yanbu sur la mer Rouge. Sans passer par Ormuz. Sans passer par l'Iran. C'est le plan B que l'Arabie Saoudite prépare depuis 40 ans. Vue du ciel, Pétroline ressemble à une veine d'argent infinie traversant le désert. 1200 km de tuyaux, d'un diamètre de 1,2 m, enfouis sous le sable pour les protéger de la chaleur extrême. Aucune route sur des dizaines de kilomètres. Seulement le sable, le soleil et un pipeline transportant des millions de barils chaque jour dans un silence absolu. La capacité maximale de Pétroline est de 7 millions de barils par jour. Impressionnant, mais Ormuz en transporte 21 millions. Pétroline ne remplace qu'un tiers. 14 millions de barils par jour n'ont toujours pas de solution. L'Arabie Saoudite a une porte arrière, mais elle est bien trop petite par rapport à la porte principale. Et même cette porte arrière a ses propres limites. Acheminer le pétrole sur 1200 km nécessite une chaîne de stations de pompage le long du tracé chacune, consommant autant d'énergie qu'une petite ville. Saudi Aramco exploite ces stations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption depuis 40 ans. C'est le plus grand système de pompage longue distance au monde et l'un des moins visibles, car il fonctionne dans un silence parfait, loin des regards. Vu sous cet angle, Pétroline est l'une des plus grandes structures au monde, non pas pour sa beauté, mais pour l'ampleur pure de la volonté technique. 1200 km d'acier enfoui sous le désert, sans ville, sans ombre, sans eau sur des centaines de kilomètres. Et chaque jour, 7 millions de barils y circulent dans l'obscurité. Yanbu, ville portuaire industrielle sur la mer Rouge, est le point final de Pétroline et la seconde porte de l'Arabie Saoudite vers le monde. Le pétrole provenant des champs de l'Est traverse 1200 km de désert pour arriver ici, être chargé sur des navires, puis partir via la mer Rouge vers la Méditerranée. Lorsqu'Ormuz se ferme, Yanbu devient la seule porte encore ouverte et la pression s'y déverse immédiatement, bien au-delà de ce que les plans initiaux avaient prévu. Lorsqu'Ormuz est perturbé, Saudi Aramco porte Pétroline à sa capacité maximale en quelques heures. C'est le moment où 40 années de préparation stratégique sont mises à l'épreuve dans la réalité. Le pipeline fonctionne parfaitement, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que 7 millions de barils par jour ne représentent qu'un tiers de ce dont le monde a besoin et que tout ce pétrole converge vers un port qui n'a jamais été conçu pour gérer un tel volume. C'est le moment où la solution crée son propre problème. Pétroline livre 7 millions de barils par jour à Yanbu. Mais Yanbu ne peut pas exporter 7 millions de barils par jour, pas assez de quais, pas assez de grues, pas assez de capacité de stockage. Le pétrole arrive plus vite que les navires ne peuvent l'emporter. Et les pétroliers commencent à faire la queue au large, attendant sous le soleil de la mer Rouge. Le port pipeline gape l'écart entre la quantité de pétrole que les pipelines peuvent acheminer et celle que les ports peuvent réellement expédier. Un goulot d'étranglement invisible, révélé uniquement en période de crise. Une chaîne logistique n'est solide qu'à hauteur de son maillon le plus faible et la faiblesse de Pétroline n'est pas le pipeline, mais le port de Yanbu à son extrémité.
Chaque jour qu'un VLCC attend au large, les armateurs paient des frais de surestarie généralement entre 50 et 100 000 $ par jour. Avec 20 navires attendant en moyenne 10 jours, les pertes atteignent des dizaines de millions de dollars simplement pour l'attente. Ces coûts sont répercutés sur les prix du pétrole et au final, ce sont les consommateurs qui paient. Saudi Aramco propose d'agrandir Yanbu davantage de quais, davantage de stockage, davantage de pipelines. Mais chaque projet nécessite des années et des milliards de dollars. En situation de crise, il n'y a pas de temps pour construire. L'Arabie saoudite doit faire avec ce qui existe, et ce qui existe ne peut qu'atténuer la crise, sans la résoudre. Depuis Yanbu, le pétrole descend la mer Rouge, passe par Bab el-Mandeb, puis rejoint le golfe d'Aden. Un trajet plus long, plus complexe, traversant davantage de zones à risque géopolitique. Mais au moins, il continue de circuler. Le flux ne s'arrête pas jusqu'à rencontrer le prochain point d'étranglement. Le Port Pipeline Gap révèle une vérité fondamentale. Une chaîne d'approvisionnement n'est solide qu'à hauteur de son maillon le plus faible. Le pipeline peut être parfait, mais si le port bloque, tout le système s'effondre. Et dans le système énergétique mondial, un seul goulot d'étranglement peut se propager à l'échelle de la planète à une vitesse incontrôlable. Bab el-Mandeb en arabe, la porte des larmes. Large de seulement 29 km, encore plus étroit qu'Ormuz. Il se situe entre le Yémen en guerre et la corne de l'Afrique instable. C'est le deuxième point d'étranglement sur la route du pétrole depuis Yanbu vers le monde et il accueille le pétrole saoudien avec un nouvel ensemble de risques, tout aussi dangereux. Depuis 2023, les forces Houthis ont commencé à cibler les navires commerciaux avec des missiles et des drones. En quelques mois, le trafic en mer Rouge a chuté de moitié. Les grandes compagnies maritimes ont redirigé leurs navires en contournant l'Afrique. Et cela se produisait alors qu'Ormuz était encore ouvert. Lorsqu'Ormuz se ferme, Bab el-Mandeb devient la cible la plus critique au monde. Le Yémen est un État défaillant situé au bord de la route pétrolière la plus critique du monde. Des années de guerre civile l'ont fragmenté en territoires rivaux. Aucune autorité centrale ne peut sécuriser la mer Rouge. Et lorsque quelqu'un veut perturber le flux pétrolier mondial, les armes sont déjà là et la motivation aussi. Le risque ne disparaît pas lorsque les routes changent. Il se déplace simplement d'Ormuz à Bab el-Mandeb, de l'Iran aux Houthis. De 54 km à seulement 29. Un nouveau point d'étranglement, plus étroit et plus instable. Nous n'avons pas résolu le problème, nous l'avons simplement déplacé. L'opération Prosperity, gardant une coalition navale internationale visant à protéger le transport maritime, montre à quel point le monde dépend de cette route. Mais les escortes ont leurs limites. Tous les navires ne sont pas protégés. Et des drones et missiles bon marché peuvent toujours percer des défenses coûteuses. Dans la guerre moderne, le coût de l'attaque est toujours inférieur à celui de la défense. Le pire scénario, Ormuz est bloqué, la mer Rouge est trop dangereuse et Bab el-Mandeb est perturbé. À ce moment-là,
aucune route viable ne reste du Moyen-Orient vers le nord ou l'est. Les pétroliers n'ont plus où aller sauf une route longue et coûteuse que le monde a abandonnée au XIXe siècle. La route du Cap de Bonne-Espérance, le chemin utilisé avant l'existence du canal de Suez. 6 000 milles supplémentaires. 10 à 15 jours en plus. Des coûts d'exploitation doublés. Et le risque accru de l'un des environnements maritimes les plus hostiles au monde. Les eaux autour du Cap sont le point de rencontre de deux océans générant des vagues violentes et des courants imprévisibles. Naviguer un VLCC ici est une opération à haut risque. Une seule erreur peut coûter des dizaines de millions de dollars. 15 jours dans ces conditions ne sont pas seulement un coût, c'est une question de survie. Les coûts de transport via le Cap augmentent de 2 à 3 fois par rapport à la route de Suez. Plus de carburant, plus de temps, des assurances plus élevées, davantage de risques. Et tous ces coûts se répercutent finalement sur les prix du pétrole, ce qui signifie que chaque station-service dans le monde en porte la trace. 15 jours supplémentaires transforment tout le système. Les raffineries doivent augmenter leur stock, immobilisant du capital. Les chaînes d'approvisionnement ralentissent. Les prix augmentent. L'inflation se propage. La croissance ralentit. Ce n'est pas un choc à court terme, mais une érosion lente de l'économie mondiale. Le monde ne dépend pas d'un seul Hormuz. Il existe 7 points d'étranglement stratégiques sur les océans chacun, contrôlant une part essentielle du commerce et de l'énergie mondiale. Malacca gère 30% du commerce mondial. Panama relie 2 océans. Douvres contrôle le trafic européen. La civilisation moderne repose sur un réseau de vulnérabilités géographiques et toutes peuvent être perturbées. La crise d'Ormuz accélère un changement stratégique que l'Arabie saoudite prépare depuis longtemps. Déplacer son centre de gravité du golfe Persique vers la mer Rouge. Yanbu devient un nouveau hub d'exportation. Pas seulement pour le pétrole mais pour l'industrie, la pétrochimie et l'énergie du futur. L'Arabie saoudite redéfinit sa place sur la carte énergétique mondiale. Vision 2030 voit Pétroline comme un corridor de développement non seulement pour transporter du pétrole, mais pour transporter l'avenir. L'énergie solaire à travers le désert. L'hydrogène vert à Yanbu. Un nouveau système énergétique capable de remplacer le pétrole au siècle prochain. La même géographie, mais une économie totalement différente. Aucune route n'est totalement sûre. Il n'existe que différentes formes de risques à Hormuz, à Bab el-Mandeb, au Cap de Bonne-Espérance, à Malacca, à Douvres. La civilisation moderne repose sur l'hypothèse que le pétrole circulera toujours à travers ces points d'étranglement. Ce n'est pas de l'ingénierie, c'est une croyance. Et lorsqu'un point d'étranglement s'effondre, cette croyance se brise et le monde est contraint de redessiner ses cartes. Pas seulement les cartes géographiques, mais celles de tout ce que nous pensions certains.